Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Flashmat pour un nouvel épisode sur parentalité et la coéducation. Aujourd'hui, nous allons parler des devoirs de vacances. On y est presque au niveau des vacances et euh, on voit dans les différents commerces qu'il y a plein de cahiers d'activités. Ça passe avant la petite section jusqu'en terminale. Il y a même des cahiers de vacances pour les adultes. Et donc, du coup, on va essayer de réfléchir sur l'utilité de ces cahiers de vacances. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Et surtout, comment faire pour éviter que l'élève oublie tout ce qu'il a fait pendant toute l'année avec 2 mois de vacances. Voilà. Euh, alors, déjà, c'est sûr, c'est la fin de l'école n'est pas la fin d'apprendre. Ça, c'est très important de le comprendre. C'est qu'en fait, on va apprendre toute notre vie, on va apprendre aussi donc toute l'année de l'enfant, pas uniquement à l'école, on apprend aussi à la maison, on apprend quand on visite un musée, on apprend quand on sort en ville, on apprend quand on va en campagne, on apprend tout le temps. Mais par contre, il y va y avoir justement un repos du cerveau qui est nécessaire. Vraiment, le cerveau, c'est un organe vivant qui a besoin à la fois de repos profond et de stimulation continue. Euh, donc, forcément, il faut du repos. Par contre, les neurosciences le confirment. Quand il y a une pause totale, ça entraîne ça entraîne une perte partielle des acquis scolaires, ce qu'ils appellent, donc les spécialistes appellent le glissement estival. Donc souvent, professeurs comme parents, on constate que l'enfant ou l'élève, selon si on est parent ou professeur, en septembre, il a ou elle a tout oublié de ce qu'il ou elle a fait l'année dernière. Alors, donc c'est vrai qu'il existe ce glissement estival, mais c'est si on a une pause totale. C'est là où je veux en venir, justement. C'est pas refaire l'ensemble des exercices qu'on a fait l'année d'avant. Euh, et le but, c'est vraiment pas de transformer le salon en salle de classe, ça c'est vraiment pas le but, mais c'est d'arriver à trouver un juste milieu entre le repos total, la pause totale et du coup le travail acharné à la maison, comme si on était maître, maîtresse d'école ou professeur. Donc, il faut garder l'esprit en mouvement et sans recréer la pression des notes et des évaluations. Voilà. Donc, l'objectif de l'été, c'est vraiment ça. Les objectifs, c'est préserver les acquis sans les imposer. Donc, ce- le côté contrainte et imposé, finalement, c'est ce qui va créer, on va dire, plus de stress, plus une charge cognitive, et donc on n'aura pas une pause de notre cerveau. Et l'idée est de surtout stimuler cette curiosité naturelle qu'a chaque enfant pour que justement il fasse vivre toutes les compétences et toutes les notions qu'il a ou qu'elle a apprises dans l'année. Donc ça va nous permettre d'éviter l'ennui pendant les vacances qui va détruire le côté cognitif et donc va détruire les différentes compétences de l'enfant et de préparer une rentrée sereine. Ça va être très important. Donc, euh, il faut qu'il y ait du repos. Ça, c'est clair. Il faut qu'il y ait du repos après une grosse année de l'enfant. C'est vraiment, il va y avoir un besoin vital de décompression. Euh, c'est pas une perte de temps, hein, ce repos. Ça va être une phase qui va être fondatrice pour les apprentissages à venir. Quel repos on peut avoir? On peut avoir un repos en lien avec le jeu, notamment. Du coup, on va jouer à un jeu vidéo, on va jouer à un jeu de société, on va jouer au ballon, on va jouer à plein de choses qui vont permettre d'avoir un repos assez positif, mais
qui va être quand même un moteur des fonctions cognitives chez l'enfant. Pourquoi? Parce que quand on va avoir quand il va devoir jouer à un jeu de société, par exemple, mais c'est pareil pour un jeu de ballon, c'est pareil pour un jeu vidéo. Il va y avoir de l'attention. Il va y avoir de la résolution de problèmes. Je sais pas, on est au Monopoly, on est en train de jouer à ce jeu-là. Quelle stratégie? On est en train de jouer au Skyjo. Quelle stratégie? Voilà. Il va y avoir la mémoire et la coopération qui vont se développer naturellement par le jeu. Et ça, c'est très important de le comprendre. Un jeu, c'est pas uniquement on joue, mais on sait pas ce qu'on fait. Pas du tout. On est vraiment sur une réactivation des fonctions cognitives. Euh, il peut y avoir aussi une création d'histoire. Un jeu où, en fait, il va y avoir une création d'histoire, une, comment dire, on va écrire une histoire, on va s'imaginer une histoire, on va jouer une histoire, on va faire du théâtre. Mais tout ça, c'est ce qu'on, moi j'appelle la nuit créative. On va avoir un temps qui est non structuré, mais qui va permettre à l'imagination de s'exprimer. Et ça, c'est un ennui qui est bien vécu, parce qu'il y a la nuit bien vécue et la nuit où justement on se dit oh, vivement que je rentre à l'école, ou vivement que je fasse ci, vivement que je parte, vivement que j'aille chez mes grands-parents, etc. Là, c'est plutôt un ennui bien vécu en se disant, bon, je sais pas trop quoi faire, qu'est-ce que je pourrais faire? Ah ben oui, ben je vais m'imaginer une petite histoire, je vais m'imaginer quelque chose, je vais me fabriquer quelque chose. Là, on est sur un ennui créatif, on va avec deux, trois bouts de bois, on va se créer quelque chose. Voilà, je sais pas quoi faire, j'ai un ballon, mais j'ai pas de cage pour jouer, ben, qu'est-ce que je peux faire? Ah ben, tiens, ben, j'ai deux t-shirts, je vais les mettre en termes de limite de cage. Voilà. Là, on est vraiment sur une imagination qui va nous permettre donc de créer, d'avoir une créativité et une autonomie intellectuelle. Et vraiment une déconnexion, moi je l'entends comme ça, déconnexion avec le rythme scolaire, mais peut-être une déconnexion avec des écrans. Ça peut être important, et une déconnexion avec les exigences scolaires. Et ça va permettre de recharger les batteries cognitives de l'enfant. Il y a des apprentissages invisibles. La lecture plaisir, un enfant qui lit, alors il n'est pas obligé de lire un roman, il n'est pas obligé de lire une autobiographie, il n'est pas obligé de lire une encyclopédie. Un enfant peut très bien lire un manga, une BD, c'est déjà très bien, parce que ça va développer en profondeur tout ce qui est syntaxe, la mémoire sémantique, l'imagination narrative, et beaucoup bien plus que un exercice imposé où l'enfant va rechigner à le faire. Donc le lecture plaisir, ça marche. L'observation du monde naturel, c'est très important ça. On sort, on va dans le jardin, on n'a pas de jardin, mais c'est pas grave, on va dans le parc qui est à côté, on va dans une forêt, on va en ville, ben, on va observer. Soit on observe une fourmilière, ou soit le ciel, soit la nuit, pardon, on observe un ciel étoilé, ou la croissance d'une plante qui a été nourrie par vous tous. On est dans un potager, ou même on a planté des fleurs dans une jardinière. Ben voilà. Donc du coup, on va regarder cette croissance de la plante, et donc on a cette curiosité qui va être là, une curiosité scientifique, et ça va installer des questionnements qui va durer toute la vie, parce que ces questionnements euh, vont être libres, en fait, ils vont être créés librement dans sa tête, et donc il va y avoir un questionnement qui va être là tout le temps, tous les jours, toutes les heures pour cet enfant. Et après, il y a les interactions sociales. Jouer avec d'autres enfants, d'autres horizons. Donc, ne serait-ce qu'on joue au vélo, enfin, on fait du vélo, et puis après, on rencontre quelqu'un d'autre qui fait du vélo. Voilà, donc ça peut créer une relation et une communication. Il peut y avoir, ben moi j'ai un ballon, je joue avec mon copain, ma copine, et on joue au ballon, et puis on va dans un parc, et puis on rencontre d'autres personnes, et on va jouer avec ce ballon-là. On va pouvoir négocier des règles, on va pouvoir communiquer, et on va résoudre des conflits qui vont se créer. Et ça va renforcer l'autonomie sociale et développer l'empathie de façon concrète. Réviser autrement, ça c'est très important. Je pense que il vaut mieux remplacer le mot réviser par découvrir ou explorer. Voilà. Et ce simple changement de vocabulaire, ça va modifier profondément la perception de l'activité.
Voilà. Créer des mini-missions, des défis courts que vous allez créer vous, en disant: «Ben voilà, heu, aujourd'hui, on va se faire, un petit jeu de course de santé ou de course d'orientation. Il va falloir aller là, moi j'ai un petit jeu, là, j'aimerais bien que, tu ailles voir la fourmilière et que tu m'expliques, avec tes propres mots comment ça se passe à la fourmilière». Voilà. Ça, de créer ces petites missions de 15-20 minutes, voilà des défis court, et voilà, ça peut être pas mal de gamifier les exercices, donc de transformer les révisions en jeux de société. Le Skyjo, c'est un bon exemple où on va faire des opérations avec le Skyjo, et là, on n'est pas sur un exercice de mathématiques avec addition, soustraction, etc. Ou des quiz en famille, comme le Trivial Poursuite, ou des jeux plus modernes que le Trivial Poursuite, mais qui utilisent les quiz en famille. Ça permet aussi d'avoir cette réflexion, de réviser certaines choses et donc du coup de partager et même de voir si vous jouez avec votre enfant que vous êtes en difficulté sur telle ou telle chose et que ça ne veut pas dire que vous êtes adulte, que vous savez tout, mais en plus de ça, il va voir justement, votre enfant va voir comment vous faites pour remédier à vos lacunes, quelles sont les stratégies pour y arriver, pour progresser. Et donc là, il va y avoir un mimétisme, bien sûr. Donc les défis collaboratifs entre frères et sœurs, bien sûr, ça aide. Et là, bien sûr, et je le dis tout le temps, mais j'insiste encore, de célébrer toutes ces découvertes, valoriser chaque apprentissage nouveau, aussi petit soit-il. Vraiment, ça c'est très important, ne serait-ce que valoriser l'apprentissage donc pour faire ces, ces lacets sur ces chaussures. Mais c'est très important de valoriser la moindre chose. Et là, vous voyez que en créant des mini-missions, en gamifiant les exercices, donc c'est-à-dire faire des exercices par le jeu, mais tout ça, ça va pas être des cahiers de vacances. Mais pourtant, on va faire un gros travail. Alors, je dis pas que les cahiers de vacances sont nuisibles, hein, parce que si vous voulez, et si ça vous aide à, à, comment dire, à avoir le contrôle, ben, bien sûr, il faut le faire, mais il faut pas que ça soit contre-productif pour l'enfant et qu'il voit ça comme une surcharge et que du coup, au contraire, il y ait une surcharge cognitive et que son cerveau ne soit pas reposé. Donc ça, c'est très important de le comprendre, ça. Je mets aussi, pour les cahiers de vacances, un petit bémol, notamment pour les grandes classes. Quand je pars sur, les élèves de quatrième, troisième ou de lycée, là, peut-être qu'un cahier de vacances, ça peut être quand même, ça peut être, en plus, peut être positif, voilà. Mais à nouveau, sans avoir une régularité excessive, et sans, bien sûr, se dire que finalement, s'il n'a pas fait tout son cahier ou si elle n'a pas fait tout son cahier ou si elle rechigne, ça va être compliqué, ça va être la guerre à la maison. Non, il faut pas que ça soit la guerre à la maison, bien sûr. Voilà. Après, beh, cuisiner, bon, je trouve que cuisiner ensemble, déjà, on partage un très bon moment ensemble et ça c'est très important. Mais on a les mathématiques en action. On pèse les ingrédients, on divise la recette par 2, par 4, par 6, ou on multiplie par 2, par 4, par 6 selon si on a des convives. On convertit les grammes en cuillères, on convertit les grammes en tasses, les choses comme ça que l'on peut avoir. Et donc on a les proportions qui deviennent vivants. Les proportions qui deviennent vivantes et mémorables, ça c'est très important. La lecture, on déchiffre, donc on a du français, on déchiffre une recette, on comprend les instructions séquentielles que l'on peut utiliser en mathématiques aussi, les instructions séquentielles. On anticipe les étapes. Et là, la lecture, elle prend tout son sens quand elle mène à un résultat concret. Et là, ça développe aussi tout ce qui est autonomie, parce que, préparer un plat pour la famille, beh, ça valorise l'enfant, ça renforce sa confiance en lui et ça crée un moment de partage authentique et mémorable. Et donc on a une fierté qui se crée et ça, c'est vraiment très, très positif. Vous voyez juste cuisiner ensemble, ce que ça travaille, mathématiques, français, autonomie, c'est pas rien. Donc ça, c'est très important, de le faire. La nature et les sciences en plein air, j'en ai parlé, d'observer les étoiles, ben ça va, on va permettre d'identifier les constellations. Il y a pas mal d'applications qui font ça, d'applications, sur le portable ou sur tablette. On va pouvoir comprendre les distances cosmiques ensemble, questionner l'infini et beh, ça, c'est juste en regardant les étoiles.
On fait une randonnée, par exemple, ben, on va calculer le temps de marche, on estime les distances sur une carte, on mesure le dénivelé. Mais là, c'est quoi? On est sur de la géographie, on est sur des mathématiques, juste en faisant une randonnée. On a les espèces, bon, on identifie des plantes, on identifie les insectes, on identifie les oiseaux. Voilà, on tient un carnet naturaliste, que ça soit un carnet avec des feuilles ou des carnets avec des insectes. Mais ça éveille la méthode scientifique et le sens de l'observation. Et on est sur le plein air, on n'a rien acheté. Voilà. L'art et le bricolage, ça peut être pas mal. Construire des objets, faire des maisons en carton, des catapultes, des ponts en spaghetti. Ben ça permet de mieux comprendre les lois de la physique par l'expérimentation directe et l'essai-erreur. L'essai-erreur qui est très important en sciences et en mathématiques et de comprendre que c'est pas en faisant une erreur que on se dit ben non on est nul parce qu'on a fait des erreurs. Au contraire, quand on a fait des erreurs, c'est qu'on a essayé et donc on rebondit sur cette erreur pour essayer autre chose, et ça, on le comprend, mais bien sûr, par énormément de choses, notamment la construction d'objets. Peindre, dessiner, sculpter, ça permet de structurer sa pensée, d'exprimer ses émotions, développer le sens esthétique et l'attention aux détails. C'est très important. Fabriquer son propre livre, ça peut être bien pour la partie rédaction, la partie illustration. Comment relier du coup son livre. Ça, c'est une expérience complète qui mobilise lecture, écriture, orthographe et narration. Donc vraiment, créer de ses mains, c'est l'une des expériences les plus formatrices pour un enfant. Voilà, le bricolage et l'art ne sont pas des loisirs anodins. Voilà. Donc le bricolage, ça développe la pensée spatiale, la motricité fine, la résolution de problèmes. C'est des compétences clés pour les sciences et les mathématiques, mais pas que. Donc vraiment, un conseil pour un été réussi, c'est d'avoir un cadre léger. Donc on maintient une routine, mais souple et prévisible. On a un moment dédié chaque jour, sans excès, sans rigidité, en utilisant du coup des choses concrètes comme faire une randonnée, mais du coup on la prépare cette randonnée, voir les constellations, mais on prépare tout ça, voilà. Une régularité avant la durée, 15 minutes tous les jours valent mieux qu'une heure euh, hebdomadaire, ça c'est très important. La constance crée des habitudes et la durée excessive crée de la résistance. Et on valorise le plaisir. On célèbre l'essai, on accueille l'erreur sans jugement, mais au contraire, pour dire, ben, c'est bien qu'on ait fait l'erreur parce que du coup, on va se développer. On partage la fierté de la réussite, c'est-à-dire que l'enfant va être fier de lui et va être content, et nous aussi, on est fier de lui, on est content de lui. Voilà. Et là, on va avoir une atmosphère positive qui donne envie de recommencer et qui va développer les compétences. Et surtout, outre le fait que ça va développer les compétences, ça va aussi permettre de stabiliser les compétences et toutes les notions que l'enfant aura vues dans sa scolarité. Et ça, c'est très important. Vraiment, pensez que votre enthousiasme est contagieux. On le voit, il y a une étude qui est sortie aussi sur les professeurs. Les professeurs qui sont enthousiastes font mieux passer les notions au niveau des enfants et donc au niveau des parents. C'est la même chose. Voilà. Un parent curieux élève un enfant curieux. Et je vais finir par cette phrase qui est très importante, vraiment. Bon, j'espère que tout est assez clair là-dessus. N'hésitez pas à mettre un j'aime, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et n'hésitez pas à mettre un commentaire. Allez, je vous laisse passer une bonne journée et à très bientôt. Au revoir.